Comment ils vont? Je suis pas sûr que vous soyez prêts pour cette vidéo. Vous êtes solide, hein, je dis pas. Je sais que vous avez de la réserve. Mais là, on va parler d'un mec qui sort du lot. Un homme qui a marqué l'histoire de la F1 jusqu'à aujourd'hui par son talent, sa résilience, et plus récemment son intuition et son management. Vous l'aurez compris, je parle ici de celui qu'on surnommait à l'époque le rat ou l'ordinateur. Il s'agit bien entendu de Niki Lauda. Pourquoi il va falloir être solide du coup? Eh bien tout simplement parce qu'au Nürburgring en 76 lors du Grand Prix d'Allemagne, Niki Lauda va vivre un terrible accident qui le marquera à vie. Au vu de la sécurité de l'époque, cet événement aurait dû se solder par une horrible tragédie. Mais le destin en a décidé autrement. Je vais tout vous raconter, mais pour vous donner un indice, Lauda quand il a son accident, il est champion du monde une seule fois. Et il finit avec 3 titres. Je pose ça là. Alors on en parle. Si t'es pas encore abonné, sache que c'est le meilleur moyen de booster mon travail et de soutenir la chaîne. Clique sur le bouton rouge qui est juste ici, laisse-moi un petit pouce bleu et profite de la vidéo. Avant d'aller plus loin, on va parler un peu de Niki Lauda. Vous devez absolument savoir de qui on parle parce que c'est pas n'importe qui. Né en février 1949 à Vienne en Autriche, un pilote automobile donc, dirigeant sportif et entrepreneur dans l'aviation commerciale. Et oui, on en parlera un peu en fin de vidéo. Alors comme d'hab, rapidement sur sa vie pré-F1. Il est issu de la grande bourgeoisie autrichienne, notre ami. Le truc c'est qu'il ne s'entend pas très bien avec sa famille, qui ne kiffe pas trop, qui passe sa vie à faire des tours de circuit. Si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, il préférait qu'il ait un métier plus prestigieux. Ils sont pas chauds qu'ils mettent les mains dans le cambouis, quoi. Du coup, malgré leur fortune, ils refusent de financer son projet. Coup dur, mais qu'à cela ne tienne, Niki est motivé. Il va faire des petits boulots sur le Teco pour se payer sa première mini de compète. Je vous parle de ça, on est en 68. Hein. Ça remonte. Il va commencer la monoplace en F3 en 1970 où ça va pas marcher de ouf, mais en 71 en F2, il fera son premier podium au volant d'une March. À la bonne heure. Oui, c'est pas mal et c'est surtout une bonne porte d'entrée puisque la même année, il va participer à son premier Grand Prix de F1. En payant. En achetant son baquet, oui. Enfin, en le louant. En fait, son nom était assez connu en Autriche, ce qui lui permettait de faire des prêts conséquents, ce qui lui a donc permis de se payer un petit premier week-end en catégorie Rennes, au KLM. Bon, ça va se finir en autre boudin puisqu'il va abandonner, mais la saison d'après, en 72, il va se payer la saison complète avec March. Le truc, c'est que cette année-là, pour lui, ça ne marchera pas vraiment bien, puisqu'il ne fera pas mieux que P7 alors que son coéquipier fera un podium. Malgré une saison anonyme et grâce à un nouveau prêt, il va se trouver un volant permanent chez BRM. Le mec est quand même allé jusqu'à faire croire à son employeur qu'il a un sponsor et qu'il lui versera les frais en fin de saison. Vous avez donc bien entendu, Niki Lauda à l'époque, c'est un pilote payant. Sauf que tout va changer au Grand Prix de Monaco. Sur ce Grand Prix, avant d'abandonner, il va longtemps pointer P3. Et c'est ça qui va faire basculer sa réputation. En fait, sur cet événement, il va taper dans l'œil d'Enzo Ferrari, qui va le recruter dès 74. Et il y a un truc de fou qui se passe en 74, les gars, c'est que d'un côté, tout le monde est perplexe quant à ce recrutement. Lauda, il manque de référence. On parle quand même de Ferrari. Et de l'autre, il y a Niki lui-même, qui clame haut et fort qu'il est le meilleur pilote de sa génération. Une sorte de Cristiano Ronaldo de l'époque. Après, les faits parlent pour lui. Il va être en mesure de jouer le titre directement avec eux, mais des soucis mécaniques et des petites erreurs vont le plomber. Il finira P4. En 75, par contre, il va faire du très très fort puisqu'il va gagner son premier championnat en étant une énorme machine, ce qui lui vaudra donc ce surnom, l'ordinateur. Fin 76, Niki Lauda est au top de sa forme. Il domine la planète F1 de l'époque et se chauffe pour son titre numéro 2. Mais la saison 76 va pointer le bout de son nez. Parce que cette saison 76, elle va changer la vie de Niki Lauda. Pour toujours. Alors je sais pas si vous avez vu le film Rush, mais si c'est pas le cas, je vous le conseille clairement. Il vous donnera un petit aperçu de la vie de Lauda, mais surtout de cette saison terrible qu'a été 1976. Du coup, ce début de saison, il se passe très bien pour Niki Lauda. 5 victoires et 8 podiums en 9 courses, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant le Grand Prix d'Allemagne, il compte 31 points d'avance sur Jolly Scheckter et 35 sur Hunt. Autant vous dire qu'avec le barème de l'époque, c'est plutôt confortable. Il est donc ultra solide, il domine la saison, mais ce Grand Prix d'Allemagne va tout changer. D'abord, il faut savoir qu'en 76, on roule sur l'ancien circuit du Nürburgring qui est à la fin de son bail et qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Il est considéré comme très dangereux et peu adapté à la F1 moderne. En fait, il y avait eu 3 décès sur le circuit rien que depuis le début de l'année 76. Vous comprenez pourquoi on voulait plus y aller. Le tracé faisait 22 km, ce qui compliquait tout, notamment pour que les secours puissent couvrir la totalité du circuit. D'ailleurs, il faut savoir que lors d'une réunion de pilotes avant le Grand Prix, Niki Lauda avait déclaré ne plus vouloir y aller, et la seule chose qu'il avait récoltée, c'était les moqueries des observateurs, qui se moquaient donc de son manque de courage. Bel esprit, hein, surtout quand c'est pas toi qui conduis. Donc déjà, il y avait un doute sur le circuit. Ensuite, malgré la domination de Lauda, chez Ferrari, à ce moment-là, ça va pas super bien. Il reste sur 3 casses en 2 courses, ce qui est jamais bon signe. Ambiance fébrile chez les rouges donc, et Niki Lauda semble tendu. En fait, il y a un fan pas très intelligent qui l'a alpagué en venant au circuit en lui montrant une photo de la tombe de Jochen Rindt, ce qui l'a un peu mis dans le mal en plus du reste. En même temps, les gars, kiffez ce genre de choses. Il y a rien de drôle. Bref, ambiance un peu fébrile, quoi. Dans tout ça, le week-end va commencer. Hunt va prendre la pole pour 9 dixièmes devant Lauda, et le Grand Prix va arriver. Dimanche 1er août 1976, le premier jour du reste de la vie de Niki Lauda.
Ce jour-là, en Allemagne, le ciel est menaçant. Il a plu quelques minutes avant le départ et les équipes ne savent pas vraiment quel train de pneus choisir. Elles tergiversent un peu, mais tout le monde décide de partir en pluie. Au départ, Hunt et Lauda ne partent pas bien. Ils se font dépasser par Clay Regazzoni, alors coéquipier de Lauda. Au final, la piste n'est humide que par endroits et les pilotes s'en rendent vite compte. Rapidement, Regazzoni va se faire piéger et faire un tête à queue, ce qui permet à Hunt de prendre la tête. Puis la piste séchant, plusieurs pilotes dont Lauda et Hunt vont décider de passer les slicks. Niki repart P16, les pneus sont froids, galère un peu. La voiture répond mal et à un moment donné, il va la perdre. Elle va déraper à l'arrière droit, tirer à droite et percuter le mur, où elle va rebondir pour revenir au milieu de la piste. Au moment de l'impact, malheureusement, le réservoir a été percé. La Ferrari est en flammes. À ce moment-là, il y a un groupe de voitures qui arrive dans la courbe. Edwards, le premier, parvient à éviter la voiture, mais pas Lunger qui la percute de plein fouet. Niki Lauda est toujours à l'intérieur, et la voiture brûle comme jamais. Il a perdu son casque dans l'accident, mais il est conscient et il bouge encore. Il essaie de sortir de sa voiture, mais n'arrive pas à se détacher. Il est prisonnier des flammes. Le temps passe, l'espoir se réduit. Edwards, Lunger et Hurtle sont sortis de leur voiture et font tout pour le sortir, mais ils n'y arrivent pas. Personne n'ose plonger dans le feu, et même un commissaire avec un extincteur n'a que très peu d'influence. Niki Lauda semble perdu, mais le miracle va se produire. Merzario va passer à côté de la voiture, s'arrêter et se jeter dans le brasier. Il va parvenir à dégrafer Lauda et le sortir du baquet avec l'aide des autres pilotes. Lauda est conscient, mais il est resté presque 1 minute dans le feu, son visage est complètement brûlé. À cause de la longueur du tracé, les secours mettent 5 minutes à venir, ce qui est très long. Les pompiers vont maîtriser l'incendie et Niki Lauda sera transféré à l'hôpital en urgence maximale. La course sera arrêtée et reprendra pour seulement 14 tours. James Hunt la gagnera et la première chose qu'il fera en sortant de la voiture, c'est demander des nouvelles de Niki. Avant de poursuivre, les gars, parenthèse sur le pilote qui a sauvé Lauda là. Quel genre de courage il faut pour se jeter dans les flammes comme ça là? Franchement, énorme respect à lui. Le paradoxe, c'est qu'apparemment ce pilote détestait Niki Lauda au plus haut point. Heureusement, ils se sont mieux entendus après. Niki Lauda est gravement brûlé, notamment au visage et aux mains. Il a aussi une fracture à la pommette et au sternum, mais c'est surtout l'état de ses poumons qui inquiète. Il a inhalé beaucoup de vapeur d'essence toxique et il souffre de graves difficultés respiratoires. Il va être transféré d'hôpital en hôpital pendant plusieurs jours et sera placé dans un semi-coma. Son état est très inquiétant mais jugé stable, ce qui malheureusement ne va pas durer. Dans la nuit du 3 au 4 août 76, il va faire une grave crise respiratoire et le monde va croire que c'est la fin. L'hôpital contacte sa femme pour lui demander de venir à son chevet. Un prêtre les rejoint même pour lui donner l'extrême onction. On n'est vraiment pas loin de la fin, mais Niki Lauda en avait décidé autrement. Il se bat de jour en jour et son état s'améliore sensiblement. Les problèmes respiratoires se résorbent et il se sent de mieux en mieux, mais il est défiguré et sa carrière semble terminée. En tout cas selon les médias, parce que Niki Lauda, lui, il n'est pas du même avis. Il va subir des transplantations de peau pour réparer les brûlures qu'il a au visage, et seulement 2 semaines après le drame, il rentre chez lui pour se soigner. Pendant cette période, il va regarder son rival James Hunt revenir au championnat, et ça va le galvaniser. Seulement 37 jours après son accident, il va surprendre absolument tout le monde en se présentant au Grand Prix d'Italie. Non mais les gars, il était fait en quoi? Vous imaginez? 1 mois après un accident comme ça là? C'est du délire. Cette course, il va la terminer P4. C'est un exploit historique. Le mec n'a pas encore complètement cicatrisé. Il sort d'un accident qui a changé sa vie. J'imagine qu'il devait avoir super peur. Et il fait P4. Respect infini à cette personne. Alors faut savoir que pendant son absence, Hunt a pu lui reprendre 21 points. En soi, il n'a raté que 2 courses en dehors de l'Allemagne. Du coup, il est toujours carrément dans le coup pour le championnat, mais ça va être difficile. Il va faire P8 au Canada, donc ne marquera pas de points. Il remontera héroïquement sur le podium à Watkins Glen, puis viendra la dernière course de la saison. Avant ce dernier opus au Japon, Niki Lauda compte 3 points d'avance sur Hunt, mais il ne semble pas se diriger vers le titre. Il est diminué, sa voiture n'est plus la même qu'avant son accident, ça part mal. Vous l'imaginez, c'est l'inverse total pour Hunt qui a la meilleure voiture et qui est en grande forme. Le truc, c'est que ce Grand Prix sera encore une fois un peu spécial. C'est Andretti qui va faire une pole surprise au nez et à la barbe de Hunt. Lauda partira 3ème. Dimanche 23 octobre 76. Un déluge s'abat sur le circuit de Fuji. La piste est très mouillée, il y a du brouillard, rien ne va. Les pilotes organisent une réunion et la majorité ne souhaite pas courir, dont Hunt et Lauda. A savoir que Lauda est un des leaders du mouvement. Le problème, c'est que les Japonais ne veulent pas annuler et la direction de course est fébrile. Une situation que vous connaissez très bien depuis 2 ans. Ça tergiverse de tous les côtés. Ecclestone propose de laisser partir ceux qui le veulent et de placer la course hors championnat. Bien entendu, cette proposition ne passera pas et le Grand Prix va avoir lieu. Les voitures se placent sur la grille, tout en pneus pluie. Il y a toujours un déluge qui par chance s'arrête dès que les feux s'éteignent. Au départ, Hunt prend la tête, Lauda sombre dans le peloton. Les F1 lèvent d'immenses vagues de spray et on ne voit absolument rien. Hunt est leader, 4 secondes devant son dauphin du jour, mais Lauda ne peut plus. À la fin du 2e tour, il rentre au stand pour abandonner. Pour lui, piloter dans ces conditions est indécent. Trop risqué. Ferrari va lui proposer de prétexter une panne pour expliquer son abandon, mais il décide de donner ses vraies raisons. Pour être titré, James Hunt n'a plus qu'à marquer 3 petits points, ce qu'il va faire en terminant 3ème de la course.
cette décision hyper forte de Lauda va diviser du coup. Certains vont y voir une marque de caractère, d'autres de faiblesse. Autant vous dire que ce dernier groupe-là, il n'avait pas compris grand-chose. Le problème, c'est qu'en Italie, et notamment chez Ferrari, c'est dans ce camp-là qu'on se situe. À la suite de ça, Lauda va être relégué au rang de deuxième pilote par la Scuderia, qui le remettra vite en place, puisqu'il va être titré en fait. Le mec n'a pas le temps pour les enfantillages. Pour vous dire l'année de son titre, il va même se permettre de quitter Ferrari avant la fin de saison. Et surtout claquer la porte au nez du commendatore Enzo Ferrari. Je sais, j'ai un bon accent. Je vous avais dit qu'on parlait pas de n'importe qui. En 78 et 79, il va connaître des saisons très compliquées avec Brabham et va prendre une première retraite. Pendant ces années sabbatiques, il va se consacrer à sa passion, l'aviation commerciale. J'en avais parlé dans cette vidéo, Lauda il kiffe les avions et il est lui-même pilote. Il va donc lancer Lauda Air, sa première compagnie aérienne. Rien que ça. Il revient en F1 après ? Bah carrément. En 81, il revient en tant que consultant. Et c'est là qu'il va être pris de nostalgie. En 82, il va revenir chez McLaren et la machine va se remettre en marche. Alors on se moque un peu de lui, On dit qu'il revient parce que sa compagnie aérienne ne marche pas, qu'il a besoin d'argent, tout ça. Mais bon, vous le savez, Niki, il a jamais eu le time. Il s'impose 3 courses après son retour et ferme pas mal de bouches. En 83, il ne gagnera pas de course, mais c'est en 84 que les choses vont aller dans son sens. Cette année-là, la McLaren vole et il est en pleine forme. Et malgré la performance d'un jeune coéquipier qui le titille, un certain Alain Prost, il réussit à gagner son 3e titre de champion du monde. C'est donc à ce moment-là qu'il décide de mettre un terme définitif à sa carrière. Bravo monsieur Lauda. Bon, Niki Lauda, il va pas disparaître, il va être présent sur les circuits assez régulièrement et il va poursuivre ses activités dans l'aviation commerciale. Bon, ça va pas se passer au top non plus, puisque malheureusement en 1991, il va avoir un crash qui tuera 223 personnes. Un Boeing 767 de la compagnie Lauda Air qui s'écrase en Thaïlande. Moment qu'il qualifiera de pire de sa vie. Alors parenthèse aviation, faut savoir que Lauda Air a été racheté par Austrian Airlines et son autre compagnie Air Niki, oui le mec en avait plusieurs, a été racheté par Air Berlin. C'est terminé du coup? Bah non, puisqu'en 2012, il va devenir ce pourquoi vous le connaissez, président non exécutif de Mercedes. C'est d'ailleurs lui qui va convaincre Lewis Hamilton de les rejoindre. Vous connaissez la suite. Il va faire un taf de dingue avec l'équipe et restera avec eux jusqu'au bout. En fait, faut savoir que Niki Lauda, les traitements qu'il reçoit depuis son accident détériorent fortement l'état de ses reins, donc il n'est pas en très bonne santé. En août 2018, il va subir une première crise très grave, puis un an plus tard, malheureusement, il décédera à l'âge de 70 ans. C'est un homme qui a marqué l'histoire de la F1, qui pour moi est hyper inspirant de par sa résistance, sa foi en lui-même et sa combativité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, monsieur Lauda, respect. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire incroyable. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!